Bonsoir à tous. Le silence est peut-être plus bavard que les mots qui vont suivre. En tout cas, un philosophe invité de cette émission nous invite à la grammatologie de la parole. Conjugaison à outrance dans une société plus bruyante que silencieuse entre la parole qui tue et le silence qui sauve, que choisir? Silence des paroles, le thème de cette émission, belle ligne qui accueille dans Afrotech deux philosophes. Professeur Songué Diouf, bonsoir. Bonsoir, Pape Alioune. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, il est partagé. Un habitué de belle ligne, un habitué des mots MOTS qui conjuguent les mots MAUX. Nous sommes également avec un autre philosophe, docteur Pape Abdou Fall. Bonsoir. Bonsoir, Pape Alioune. Un plaisir. Hein. Vous aviez écrit un livre essentiel qui parle un peu du pouvoir des mots. Nous en avions parlé dans Belle Ligne. Aujourd'hui, on vous accueille sur un thème qui n'est pas loin du sien, autrement dit, de votre ouvrage. Effectivement, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Je suis très content aussi de partager le plateau avec le professeur Songué Diouf. Oui, exactement. Nous sommes ici dans Afrotech. Afrotech, c'est un peu le berceau des œuvres africaines, mais pas que. Venez visiter ce lieu, il est magnifique. C'est un peu un hôpital des esprits. Aujourd'hui, nous allons parler, mais nous allons conjurer la parole. Dans une société comme la nôtre, professeur Songué Diouf, est-ce qu'on parle trop? Oui, passe d'abord tout le plaisir et pour moi de partager le plateau avec un éminent philosophe, Pape Abdou Fall. Oui, c'est vrai, parce que nous dénoncions naguère ce que nous avions appelé dans l'ouvrage que votre tribune a accueilli, Délire, délice et dérive de Djellembam. Nous dénoncions ce que nous appelions la tyrannie parolière, une manière de montrer déjà que nous étions captifs, que nous étions otages de la parole et qu'il en dérivait une forme d'excès de communication dans lequel finalement la parole elle tue, faisant que nous avions envie de retrouver un peu cette belle vertu, mais cette vertu du silence. Rappelez-vous, c'est pour cette raison que sur le ton de l'humour, nous nous amusions à dire à quelques élèves que, écoutez, nous avions renoncé à notre nationalité sénégalaise pour nous faire citoyens d'une cité antique, celle de la Laconie, leur disant que le mot laconique était formé justement de Laconie et que ces gens-là, ils étaient marqués par la breveté de leurs paroles et de leurs discours parce qu'ils avaient compris que finalement, trop de paroles tuent et que la vertu cathartique du silence devrait être un peu une forme de palliatif à cette maladie de la parole. Parce qu'il y a une crise de la parole individuelle, il y a une crise de la parole publique. Et donc quand nous voudrions nous faire laconiens, c'était pour rappeler que ces gens-là, mais se lever le matin, aller à l'école, à l'université, pour prendre des cours, mais des cours de silence. Oui, cours de silence qui s'impose, trop de paroles. Aujourd'hui, est-ce que la parole a perdu de sa valeur, docteur Pape Abdou Fall? Effectivement, comme tout abus, naturellement, le professeur Songué Diouf a raison. Nous parlons, l'homme est un homo lekens, mais parler trop tue la parole. Donc, au Sénégal, comme vous l'avez dit, on parle trop aussi en Afrique, on parle trop presque partout. Toujours est-il qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de dangers qui guettent celui qui a la bouche déchirée, comme on dit, et tout le temps. Parce que dans nos sociétés africaines, celui qui parle trop est mal vu. Ah oui. D'abord, sur le plan moral, il y a une morale négro-africaine dont les soubassements sont la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Et maîtrise pour maîtrise, la maîtrise de soi passe par la maîtrise des différents organes, dont l'organe le plus essentiel, la parole. Donc, le fait de trop parler peut témoigner d'une mauvaise maîtrise de soi et par conséquence d'immoralité et d'amoralité. L'autre chose, c'est, comme disent les Wolofs, celui qui parle se trahit. Celui qui parle se dévoile, je dis bien au sens propre du terme. Donc, nous devons apprendre à maîtriser l'art de parler. Pourquoi parlons-nous beaucoup? Pourquoi sommes-nous une société qui est en saison de parole, professeur Songué Diouf? Pourquoi sommes-nous une société qui parle trop? Je crois que c'est d'abord lié historiquement à un fait connu de tous, c'est que nous sommes héritiers d'une civilisation de l'oralité. Donc l'écriture n'a pas été notre première forme d'expression et en tant que nous sommes fondamentalement et principalement une civilisation de l'oralité, il est clair que ça ne peut être qu'une société ou une civilisation de la profusion et de l'abondance de la parole.
Mais il faut noter quand même que si on devrait retrouver ce que j'ai appelé dans l'ouvrage auquel vous avez fait allusion, cette grammatologie du silence, c'est qu'en fait la parole, elle a perdu quand même les vocations qui lui étaient assignées à l'origine. Parce que le professeur l'a rappelé, quand bien même étions-nous une société de la parole, toute parole n'était pas recevable. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de police de la pensée qui limitait la parole dans le champ de l'effectuation des rapports sociaux. Autrement dit, la parole, elle était utile. La parole, elle était serve du devoir vivre en commun. Et donc la parole en tant que telle, si elle était fétichisée, si elle était au centre des rapports entre individus, mais parce qu'à cette parole-là, on avait attribué un certain nombre de vertus. Maintenant, ce que nous observons aujourd'hui, c'est totalement différent de la parole dans la bouche du griot de Sundiata ou l'épopée Mandeng, que vous connaissez sans doute mieux que moi, Bala Faseke. Cette parole-là était une parole sacrée. Cette parole-là était la parole par laquelle le geste des anciens était transmis à ceux qui étaient en face. Le roi était obligé de se rendre compte que le terrain dans lequel il se mouvait n'était pas un terrain vierge. Il était déjà balisé par un ensemble d'épopées, par un ensemble d'actes héroïques. Et la parole du griot, elle perpétuait la mémoire collective. Et en tant que telle, elle servait de fondement, mais à la volonté de vivre en commun. Mais cette parole aujourd'hui dans l'Afrique contemporaine et dans nos sociétés, et en particulier la société sénégalaise, pour retrouver la notion de tyrannie parolière, c'est une parole qui a dégénéré. Parce que si on devrait faire sa généalogie, la généalogie de la parole, elle est passée d'une parole de pouvoir au pouvoir simplement de la parole. La parole de pouvoir, c'est la parole qui fonde. C'est la parole qui a une valeur didactique. C'est la parole qui a une vertu pédagogique. À cette parole s'est substituée une parole qui n'est qu'au service de la volonté de triomphe. Ça veut dire que peut-être de manière dégénérée, on a retrouvé la fonction qui était assignée à la parole déjà dans l'univers de la Grèce antique, avec ceux que tu connais bien, les sophistes. Et donc cette parole-là, qui est simplement un moyen de conquête et de conservation du pouvoir, aujourd'hui, c'est cette forme dégénérée de la parole à laquelle nous assistons dans nos sociétés. La parole est devenue un moyen, si vous voulez, de promotion individuelle, mais pas se regarder autour de votre société sénégalaise. Il y a des gens, la carrière politique, vous en enlevez ce qu'ils doivent à leur présence dans les médias et ce qu'ils doivent simplement au vertu de cette parole-là, il n'en reste absolument rien. Elle est devenue un ascenseur électoral, la parole. Elle est devenue un pouvoir à titre individuel. Et dans ce sens-là, nous sommes tous otages d'une société dans laquelle il y a abondance de la parole et il y a dégénérescence de l'action, appauvrissement de l'action, appauvrissement de la créativité. Et c'est pourquoi on est obligé de se rendre compte que nous parlons trop. Et comme je disais, on est peut-être obligé de retrouver la vertu simplement du silence. Mais il faut dire que silence et parole entretiennent des rapports dialectiques. Ça, vous le savez très bien. Parce que du silence naît la parole, mais de la parole également peut germer le silence. Il n'y a pas de parole sans silence. Parce que je crois que le silence, c'est la respiration un peu de la parole. Le silence, c'est le moyen par lequel nous pensons. Et en tant que nous pensons, nous donnons plus tard le moyen à la parole également de germer. Mais la parole également, elle est ce qui féconde. Parce que c'est la parole qui donne au silence sa vertu et son sens. Mais dans nos sociétés, la parole n'est plus créatrice, la parole n'est plus donatrice de sens, mais au contraire, c'est le silence qui est donateur de sens. En tout cas, la police de la parole a baissé ses armes en période de cacophonie. Est-ce qu'il est possible, docteur Pape Abdou Fall, d'être audible actuellement? Merci beaucoup, Pape Alioune. Vous avez bien fait de poser cette question, c'est essentiel. Toujours est-il qu'on a comme l'impression que tout est lié. Professeur Songué Diouf a parlé tout à l'heure de la dialectique de la parole et du silence pour voir combien cette cacophonie est dommageable. Faudrait-il s'intéresser à cette dialectique-là. Si vous me le permettez, je vais déplier davantage. Par rapport à la dialectique de la parole, il y a un certain nombre de choses qu'il importe de savoir. D'abord, dans toutes les sociétés, il existe et la parole et le silence. Même dans les civilisations orales, il y a une cohabitation de la parole et du silence. Donc, dans un premier temps, il importe de le reconnaître. D'ailleurs, Mamoussé Diagne le dit bien, c'est un peu tout le sens de sa thèse, qui est publiée selon le titre « La critique de la raison orale ». Et là, Mamoussé Diagne dit que c'est une civilisation de l'oralité, tenez-vous bien, parce que c'est une civilisation de la parole vive, repose fondamentalement sur le silence et le secret. Et Dominique Zahan, dans la dialectique du verbe chez les Bambara, ne nous dit pas autre chose. Dominique Zahan nous fait savoir que le silence précède, accompagne, entoure, enveloppe la parole pour lui donner plus de
consistance. Ouais. Et cela est d'autant plus essentiel que on peut dire que le silence est le lieu d'enracinement de la parole. Oui. Le silence, c'est la doublure de la parole. Oui. Donc, une fois qu'on a ces rapports dialectiques-là, qu'est-ce que ça doit nous permettre de penser? C'est qu'on ne doit pas parler à profusion, ce qui amène cette cacophonie dont vous parlez. Et si vous prenez la définition la plus simple de la cacophonie, c'est un ensemble de sons divergents ou bien discordants. Oui. Et moi, j'ai envie de dire que la cacophonie discursive que nous vivons dans le champ politique est symptomatique. Et la question fondamentale, c'est de quoi? Elle est symptomatique d'une divergence d'intérêts. Ou pour le dire autrement et de manière plus précise, elle est symptomatique d'une mauvaise expression des divergences d'intérêts. Or, intérêt pour intérêt, chacun devrait pouvoir être en mesure de mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Et je m'avais vous donné un exemple qu'on peut toujours méditer. Et cet exemple-là nous est rapporté par Thierno Diop dans son ouvrage intitulé Lat Dior ou le chemin de l'honneur. Vous savez qu'à un moment donné, Lat Dior avait beaucoup de problèmes. Mais il avait en même temps la possibilité de négocier, pour ne pas dire ruser, pour se tirer d'affaire. Et lorsqu'on lui a tendu la perche, il a dit « Je n'ai que faire d'un pouvoir, monnaie d'échange, à l'asservissement de mon peuple. » Donc chacun doit pouvoir être en mesure de se représenter ces belles idées de notre héros national. Que l'on soit politique, que l'on soit administratif, que l'on soit simple citoyen, etc. Par rapport aussi à la profusion de la parole, il importe de reconnaître que les situations ne sont pas les mêmes. La parole du président, ce n'est pas la parole de l'homme ordinaire, comme nous le dit Dominique Zahan et d'autres penseurs. Ou ne devrait pas. Ou ne devrait pas être. Ne devrait pas être. Ouais. Et il y a aussi ce que l'on appelle la politique pudique, qui est la caractéristique de pas mal de détenteurs de pouvoir. Peut-être après, on aura l'opportunité de revenir sur ça. Exactement. Et comme cela ne suffisait pas, professeur Songo Diouf, dans le champ politique, parfois quand il y a crise, on demande il faut parler, comme si le taux de la parole n'est pas lourd sur la balance des mots. Oui, parce qu'on parle pour ne rien dire. Ça veut dire que la parole elle est assassine du sens. Et une parole qui est assassine du sens, à un moment donné, on est obligé paradoxalement, en temps de crise, comme vous dites, de devoir recourir à la parole de certains. Certains chez qui la parole a conservé encore sa dimension de sacralité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlent et que l'on entend, et il y a des gens qui parlent et que l'on n'entend pas. Et donc ça veut dire simplement, quand vous dites cacophonie, c'est un constat lié au fait que nous parlons trop, mais nous ne disons absolument rien. Et à partir du moment où notre parole elle n'est plus fécondée par le sens, à partir du moment où notre parole elle n'est plus informée au sens d'action de forme, elle n'est plus informée par la volonté d'agir sur les consciences, cette parole-là, donc en tant que telle, elle devient à elle-même sa propre fin, et on se rend compte que finalement nous souffrons non pas d'avoir pas parlé, mais nous souffrons d'avoir trop parlé pour ne rien dire. Et d'avoir trop parlé pour ne rien dire fait que justement, paradoxalement, c'est à cette même parole abondante, mais qu'on est obligé de recourir. Mais je dis encore une fois, la parole de qui? La parole de chez ces gens-là, rares parmi nous, chez qui, encore une fois, la parole, elle a conservé toute sa force symbolique, elle a conservé toute sa force de persuasion. Et c'est pourquoi, comme vous dites, en temps de crise, en temps de cacophonie, on dit à certains... Comme actuellement, il faut parler, il faut parler. Mais justement, nous ne faisons que trop parler. Mais ça veut dire quoi? Deux choses. Nous sommes une société de l'opinion, qui n'est plus donc une société de savoir. Et une société de l'opinion, qu'est-ce qui la caractérise par essence? C'est que tout le monde parle. Et quand tout le monde parle, nous savons que tout le monde n'a pas droit à la parole publique. Ça, c'est clair. Toutes les sociétés qui sont développées... C'est clair. Il ne faut pas qu'on parle de démocratisation parce qu'il y a un terme qui a une popularité politique. Oui, mais démocratiser la parole. Tout le monde a voix... Non, la parole publique, on ne peut pas la démocratiser. C'est Platon qui enseignait déjà il y a combien de siècles que... Mais écoutez, les affaires publiques, elles sont tellement sérieuses qu'elles ne devaient pas échoir entre toutes les mains et toutes les bouches. Donc, tout le monde n'est pas doué de science.
Tout le monde n'est pas doté de l'expertise nécessaire pour se prononcer sur les affaires de la cité. Et donc c'est un des mâles, mais un des mots plutôt les plus pernicieux de la démocratie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie sans libération de la parole. Mais cette libération de la parole, malheureusement, elle s'accompagne des avatars que vous faites très bien de souligner, à savoir que n'importe qui a accès à cette parole publique par le truchement de ce que vous avez, des réseaux sociaux et des moyens de communication modernes. Et à partir du moment où cette parole, elle s'est entre guillemets laïcisée, mais elle ne peut être qu'à la base de tous nos mots. La parole, à l'époque, elle était contrôlée. La parole, à l'époque, elle était attribuée à certains. Et quand il y avait conflit sur la place publique en Afrique traditionnelle, Pape, mais tu sais très bien que ce n'était pas n'importe qui devait prendre la parole. Et donc, cette parole-là, elle était surveillée, elle était encadrée, parce que simplement, on savait qu'elle pouvait faire, mais également, elle pouvait défaire le lien social. Et malheureusement, aujourd'hui, là, tout cela s'est effondré. Et donc, cette libération de la parole, comme je dis et répète, elle est ce qui nous tient en otage, parce que tout le monde parle. Or, tout le monde ne doit pas parler, parce que tout le monde ne sait pas. Et les affaires dont on parle sont des affaires sérieuses qui devraient être confiées à des hommes sérieux. Alors, la parole définit l'homme. Personne n'en disconvient. Mais doit-on parler pour exister? Tout simplement. La parole, même si, comme nous le dit Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole, est l'une des capacités de l'homme. Mais ce n'est pas une capacité assurée. On peut d'ailleurs la perdre. Quand on perd momentanément l'usage de la parole, on devient muet. Oui. Quand on a la possibilité de parler et que l'on garde le silence, on est dans le silence. Donc la capacité de parler et de parler figure la parole. La capacité de parler et de ne pas parler renvoie au silence. Et l'incapacité de parler renvoie à la mutuité. On ne saurait se représenter une personne qui garde éternellement le silence. Mais on ne peut non plus se représenter une personne qui parle trop. Je crois que l'exigence de parler contraste avec l'exigence de faire silence. Oui. Et ces deux exigences-là doivent être lestées du poids de l'interlocuteur. On a tous déploré la profusion de paroles dans l'espace public. Mais on souhaite aussi, de temps en temps, que d'autres parlent. Que ce soit des leaders d'opinion, que ce soit des guides religieux, que ce soit des détenteurs de pouvoir pour rester dans la généralité. Toujours est-il qu'il faut que l'on reconnaisse que l'art de parler est une exigence fondamentale, qui a ses modes et ses modalités, et qui a ses exigences propres, qui a ses principes. Malheureusement, on fait face, du fait des technologies de l'information et de la communication. On s'aperçoit que la parole est libérée, pour ne plus employer peut-être le terme de démocratisation de la parole, mais les hommes d'État doivent parler en fonction de leur charge. Les marabouts doivent parler en fonction de leur charge, les citoyens aussi. Et je crois que la prononciation la plus poussée, la plus ponctuée, c'est le droit de vote. Ça, c'est une forme de parole. Absolument. Dans une démocratie, il n'y a pas d'arme plus essentielle, plus fondamentale que le droit de vote. Celui qui a le droit de voter, quel qu'il soit... C'est la parole qui mène à l'action. Voilà. Donc, on ne peut pas fermer sa bouche. C'est cela, on ne peut pas fermer sa bouche. Mais ce que j'ai dit là, je vais essayer de l'illustrer avec des vues tirées de l'imaginaire populaire négro-africain. Habituellement, qu'est-ce qu'on dit? On dit « Fudjamu yendu nita faham deug waxuko ». Là où on a la paix toute la journée, c'est parce qu'il y a une personne qui a tué ce qu'il sait. Donc ça, c'est une valorisation du silence. Mais qu'est-ce qu'on dit d'autre? On dit que magum waxon nako mo gën magum xamon nako. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la parole de l'adulte vaut mieux que son silence dans beaucoup de circonstances. Donc vous voyez qu'il s'agisse de la parole ou du silence, ce qui est interdit, ce n'est pas le fait de parler ou de garder le silence. Ce qui est interdit, c'est de se moquer de la convenance. La convenance consiste à voir quand, où, comment, pourquoi, avec qui parler ou se
taire. Oui, exactement. C'est extrêmement important. Mais dans notre espace public, professeur Songue Diouf, j'ai la réponse, mais je vous pose la question pour plus d'analyse. Qui s'est accaparé de l'environnement parolier? Qui s'est accaparé de l'environnement parolier, mais n'importe qui. Ou le pouvoir de la parole? Qui s'est accaparé du pouvoir de la parole? Mais justement, n'importe qui, c'est ce que je disais. Mais oui, c'est parce que n'importe qui s'est arrogé le droit de devoir opiner et d'opiner sur la place publique. Mais comme je dis, c'est ça qui est à l'origine de tous nos maux pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire la différence entre la parole savante et la parole profane. Vous ne pouvez plus faire la différence entre la parole, comme il dit, qui organise, la parole qui enseigne, la parole qui éduque et justement la parole qui déstructure totalement notre société. Le degré de perversion extrême de la parole, c'est quoi aujourd'hui? Celle qui occupe le plus de place dans l'espace public, c'est l'insulte. Oui, l'insulte, c'est la forme la plus dégénérée de la parole. C'est une forme de communication, l'insulte. Mais c'est la forme la plus dégénérée. Ça veut dire que celle qui ne se manifestait qu'à titre exceptionnel, celle qui faisait que celui qui prononçait ça, il était déjà mis en marge de la société parce qu'il était considéré comme quelqu'un mais qui usait d'une parole, mais d'une parole sacrilège, d'une parole qui, encore une fois, menaçait un peu l'équilibre de la société. Or, aujourd'hui, c'est cette figure de l'insulteur, mais justement qui occupe la place centrale dans notre vie quotidienne. Et donc, de ce point de vue-là, on est obligé de le redire de la même manière 100 000 fois. La parole aujourd'hui, si elle est devenue dangereuse, c'est parce qu'elle est le fait de n'importe qui. Il y a des gens dans l'organisation classique de notre société, des gens qui n'avaient pas le droit à la parole. Comme dit UNESCO, c'est quelqu'un qui était derrière sa bouteille un peu d'alcool dans son bar, il n'y a pas de problème, ça ne gêne personne, lui peut-être et son environnement immédiat. Mais celui-là aujourd'hui, il peut communiquer à l'échelle du monde par le truchement de ce que vous savez. Et donc à partir du moment où il n'y a plus de mbagnagatché, à partir du moment où il n'y a plus quelque chose qui fait qu'on peut opérer comme dans un tamis, il y a des gens qui ont droit à la parole, il y a des gens qui n'ont pas droit à la parole. Et donc à partir du moment où tout le monde a la parole, toutes les barrières s'effritant et s'effondrant, mais parce que nous assistons au délitement du lien social et nous rendons possible des pratiques et des actes qui étaient totalement inenvisageables dans une société organisée. Ça veut dire que nous sommes dans un chaos sociétal. Et ce chaos-là, il est conduit justement par cet usage pernicieux et abusif de la parole, surtout dans sa dimension la plus vile et la plus dégénérée, qui est simplement l'insulte. Malheureusement, c'est le mot-clé, l'insulte. Pourquoi parle-t-on avec le sang dans la bouche, docteur Pape Abdou Fall? Pourquoi l'insulte est maintenant devenue l'argument le plus usé et usité sur les réseaux sociaux et même dans l'espace public? Comment Merci beaucoup. Je crois que l'une des raisons de l'insulte, c'est l'intérêt, comme nous l'avons dit. Reste à définir l'intérêt. Oui. Et cet intérêt-là évolue en fonction de l'évolution de la société. Toujours est-il qu'on a vu que l'insulte paye. Oui. On a vu des gens être rémunérés, être au-delà de pas mal d'autres personnes, parce qu'ils ont tout simplement une seule arme, l'insulte. Et curieusement ou paradoxalement, beaucoup ne savent pas insulter. En Afrique traditionnelle, il y avait des modes et des modalités d'insulte. On n'insulte pas n'importe comment. Oui. Par exemple, pour insulter quelqu'un, on n'avait pas le droit d'indexer ses défauts, ou bien de dire ses tares, ou bien de procéder à une généalogie malhonnête pour mettre mal à l'aise ses parents. Sinon, celui qui est insulté avait la possibilité de faire un déplacement, de faire une sorte de transfert et de transposer les insultes dans le domaine moral où il sortira vainqueur. Il dira par exemple, oui, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais voilà. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Et il s'en tire et il devient le vainqueur dans le domaine moral. Mais ce que l'on constate maintenant, c'est que aujourd'hui, quand on est leader, quand on est un personnage public, entre guillemets, on commence par recruter des insulteurs avant de recruter des personnes qui travaillent. Et quel que soit le camp, personne n'échappe à ce fléau. Donc, il s'agit de combattre le mal par la racine et de réfléchir à déterminer un dispositif pouvant permettre de sanctionner ou bien de faire fonctionner les sanctions. Est-ce la raison
de ce silence-là des sachants et des savants. C'est cette parole-là qui insulte et qui même ferme la bouche de ceux ou celles qui doivent parler. Oui, l'un des effets de l'insulte, c'est la peur. Parfois, c'est une sorte de police de la pensée que l'insulte instaure. Oui. Parce que beaucoup d'intellectuels ne vont plus se prononcer de manière ouverte ou de manière claire, parce qu'ils ont besoin d'être insultés. Oui. Et puis, on parle d'insulte par euphémisme. On sait que ce dont il est question, c'est plus grave que l'insulte. Oui. On peut brûler votre maison, on peut attenter à votre vie, etc. Donc, toujours est-il qu'il faut que l'on revienne à l'ordre démocratique. Oui. Il faut que l'on mette en avant... À l'ordre démocratique, mais surtout au savoir, hein, mon cher Pape. Parce qu'en fait, si vous faites attention, pourquoi il y a développement et profusion de l'insulte? Il y a une proportionnalité exacte que vous pouvez établir, Pape Alioune, avec le degré d'affaissement de l'intellectualité de notre société. Ça veut dire moins on est savant dans une société, plus l'insulte profonde. C'est ça le problème. Et si vous dites pourquoi les intellectuels, il y a la peur, mais ils savent pourquoi ils se taisent, parce qu'ils savent que de plus en plus, on va les convoquer sur un terrain au niveau duquel ils n'ont absolument rien à dire, le terrain de l'insulte. Et donc, ça veut dire que plus notre société se crétinise, pardonnez-moi le terme, plus notre société renonce au savoir, plus notre société cultive l'ignorance, mais c'est exactement à la même proportion que se développe l'insulte, c'est exactement au même rythme que ceux que vous appelez les sachants, les bien-pensants et les intellectuels disparaissent. Donc, vous faites un paramètre, vous établissez un parallèle très clair entre le développement de l'insulte et le fait que les préoccupations intellectuelles du savoir, mais complètement disparaissent dans notre société. Le piège, c'est de laisser le champ libre. La nature a horreur du vide maintenant. Si les sachants et les savants se taisent, par peur ou par raison de se faire critiquer, surtout dans ce nouvel espace public que sont les réseaux sociaux, mais la faute à qui? Oui, parce que même, il l'a dit, même pour insulter et bien insulter, si on peut dire bien insulter, il faut être intelligent, parce il faut être intelligent. Les intellectuels insultent. Oui, effectivement. Il faut être intelligent. Et c'est pourquoi je vous dis... Oui. Comme il l'a dit, il y a souvent un parallélisme entre le savoir et la sagesse. Mais il n'y a pas nécessairement de parallélisme entre le savoir et la sagesse. Bien Pourquoi? sûr. Parce que nous sommes d'accord. Si nous disons que l'insulte est du côté des ignorants, nous nous trompons. Sinon, nous risquons de nous jeter des fleurs et de jeter des pierres aux autres. Tout le monde insulte. Non, chaque catégorie de personnes a ses types d'insultes. Et l'insulte, c'est pourquoi j'ai dit que quand on parle de l'insulte, c'est un euphémisme. Il y a plusieurs manières d'insulter. Toujours est-il que, puisqu'il a fait le parallélisme, les rapports qui existent entre le savoir et l'insulte, c'est comme presque les rapports qui existent entre le savoir et le mensonge. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'un savant ne ment pas, un intellectuel ne ment pas, que l'on se dise la vérité. Il y a plusieurs manières de mentir. Pour vous en convaincre, essayez de vous représenter l'ensemble des interprétations intellectuelles de l'article 27. De la Constitution. Voilà. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc, et comme l'a dit aussi le professeur Songué Diouf, c'est d'autant plus vrai que pour mentir, il faut aussi être intelligent. Ouais. Platon nous dit que le menteur, entre guillemets, est plus intelligent que le véridique. Dire la vérité, c'est automatique. Voilà, on n'a pas besoin de réfléchir. Alors que pour mentir, faudrait-il d'abord connaître la vérité et réfléchir profondément sur les modes et les modalités de camouflage de la vérité et de diversion. Oui, c'est un travail. Aussi, il y a autre chose, c'est que la vérité s'entretient par la vérité, alors que le mensonge s'entretient par le mensonge. Un mensonge entraîne un autre, qui entraîne un autre, jusqu'à ce que l'on soit, peut-être d'une certaine manière, consumé par l'effort qu'il importe de fournir pour dissimuler le mensonge. Absolument. Mais quand je précisais, quand je disais, ce n'était pas une manière de tirer la couverture sur nous en disant, écoutez, ceux qui savent, ils n'insultent pas, mais je voudrais montrer simplement que l'insulte témoigne d'un appauvrissement de la qualité du discours public.
Ça veut dire quoi? Que si ce discours public-là, aujourd'hui, il ne peut prendre la forme que de l'insulte, mais c'est parce que ceux qui dialoguent très souvent, si vous faites attention, ce ne sont pas des sachants, ce ne sont pas des gens qui sont dotés d'un certain niveau intellectuel, et donc en lieu et place d'un effort de réflexion autour des problèmes et des questions réelles et des enjeux de la société, ils préfèrent simplement brocarder Pape Abdou Fall, le couvrant d'injures, mais ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont même pas les possibilités intellectuelles de lire l'ouvrage qu'il a écrit, de s'attaquer aux thèses et de manière argumentée de le renverser. C'est en ce sens-là que je disais, si vous faites attention, la profusion d'insultes, elle est exactement proportionnelle à l'effritement du niveau intellectuel global. Ça veut dire que dans une société où le savoir, la vérité ne sont plus des préoccupations, il est clair qu'en même temps, mais vous avez un développement exponentiel de la capacité simplement à l'insulte. Parce que plus on insulte, moins on sait argumenter. Parlons maintenant de la réception. Docteur, de la réception comme Yaous, c'est-à-dire pourquoi le public aime les insultes. Quelqu'un qui insulte a plus de followers comme professeur Songo Diouf qui donne, disent-ils, un cours par exemple de philosophie ou de docteur Pape Abdou Fall. La réception pour passer aux techniques de l'information, de la communication. Pourquoi aimons-nous les insultes jusqu'à abonner, liker, perdre notre argent, notre temps et pourquoi pas, à la fin, malheureusement, s'en approprier? Merci. Bon, je vais commencer par une toute petite histoire que beaucoup de personnes connaissent. On dit qu'un jour, la vérité et le mensonge étaient partis chercher de la nourriture. Mais il entre dans une maison, la vérité commence à parler. Hein. Il voit la femme mal habillée, elle le dit, et elles n'ont pas de nourriture. Ils n'ont pas de nourriture. Et à un moment donné, le mensonge lui dit, laisse-moi parler. Et à la place de son discours, il a flatté la femme. Et vérité et mensonge ont été bien servis. Il en soit ainsi. Il faut qu'il en soit ainsi parce que ça a toujours été comme ça. Le camp du mensonge est plus peuplé que le camp de la vérité. Je n'aime pas reprendre. Pourquoi? Je n'aime pas même reprendre les insultes, les chansons de Youssou N'Dour, mais il le dit. Il le dit hein, de manière très claire. Et donc, ce qu'il faut reconnaître, c'est que celui qui insulte, il sait que ce n'est pas normal. Il sait aussi qu'il blesse. Ah, il le sait. Il le sait très bien. Mais le problème en est que c'est toujours l'intérêt qu'il en a ou bien qu'on lui fait miroiter. Maintenant, vous avez dit pourquoi ils sont plus suivis. Oui, pourquoi? Et c'est que non seulement il insulte, mais il ne se contente pas seulement d'insulter. Il y a tout un discours érotique parfois qui l'accompagne. D'ailleurs, les formes d'insultes les plus répandues sont d'ordre sexuel ou bien ont des connotations sexuelles. Oui, oui. À penser par rapport au fait que les relations sociales sont de plus en plus libidinalisées. Donc, l'insulte, vraiment, c'est la porte ouverte aux interdits. Et l'homme, je ne dis pas par définition, mais peut-être par défaut, aime goûter à l'interdit. Ils ont ouvert la boîte à Pandore. Oui, ils ont ouvert la boîte à Pandore. Mais si votre question est de savoir pourquoi oui, les gens suivent plus les insulteurs que les diffuseurs de savoir. Ils suivent plus les insulteurs que les diffuseurs de savoir. La réponse est dans ce que j'ai déjà dit. Nous ne sommes pas dans une société de savoir. Ça, il faut que ça soit très clair. Mais pourtant, on chatouille notre histoire, professeur Songo Diouf. Premier président agrégé ici, on a une histoire passéiste que l'on chatouille, hein, avec des exemples et des modèles, avec les guides spirituels qui sont là. Mais cette trajectoire, entre guillemets, senghorienne, que Senghor nous avait plus ou moins imposée, voulant faire de la société et de l'homo sénégalensis un homme, qui sait, un homme enraciné dans ses valeurs, ouvert à tous les souffles fécondants, etc. Mais tu sais très bien que ce projet a échoué.
Tu sais ça très bien. À un moment donné, on a renoncé à ce projet-là, en accusant Senghor d'être poète, en accusant Senghor de nourrir de trop de lettres, pendant que la préoccupation essentielle était de construire notre pays, comme s'il y avait une rupture entre construire notre pays et fortifier déjà nos âmes et nous éduquer et nous apprendre. Mais dites que notre société n'est pas une société de savoir, est-ce une catharsis ou un moyen de parler? Non, c'est pas un moyen de parler. C'est une réalité selon vous. Mais je considère, et docteur peut-être sera d'accord avec moi, quand je dis que ce n'est pas une société de savoir, ça veut dire que ce n'est pas une société où, mais le critère discriminant de façon positive est la science. Ce n'est pas parce que l'on sait que l'on occupe une place éminente dans notre société. C'est en ce sens que je dis que ce n'est plus une société du savoir. Ce qui discrimine, ce qui fait que tel a plus d'importance aux yeux de tel qu'un autre, mais ce n'est plus son rapport au savoir. Aujourd'hui, vous le savez très bien, qui triomphent un peu à l'échelle sociale et qui font entre guillemets le buzz, mais vous ferez la liste. Aujourd'hui, nous sommes à l'anniversaire de celui que j'ai en face de moi, du professeur Cheikh Anta Diop. Mettez-vous là et demandez un seul titre ou deux titres d'ouvrage de Cheikh Anta Diop, mais on sera incapable de vous dire il a écrit Nation Nègre, il a écrit Les Fondements, il a écrit, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est une société où les choses de l'esprit ne sont pas une préoccupation. Et force donc est de reconnaître et de devoir affirmer que nous ne sommes pas une société des savoirs, parce que les choses de l'esprit sont reléguées au dernier de nos préoccupations. Et par conséquent, dans une société-là, mais une société qui se tire vers le bas passe, c'est obligé. Et donc, dans ce type de société-là, il est clair que c'est l'insulteur qui devient un héros, mais pas l'intellectuel. Pape Abdou, quelle que soit la brillance des thèses qu'il peut énoncer, etc., elle reste entre toi, moi, d'autres, mais qui ont une minute à consacrer de leur vie, une minute à consacrer à ouvrir ne serait-ce qu'une page d'un ouvrage. Nous sommes dans cela. Je m'amuse à dire à mes élèves, mais écoutez, levez la main, je suis sûr que vous êtes en terminale, de la maternelle à la terminale, il y en a qui n'ont jamais lu un seul livre sérieux du début à la fin. Et c'est à l'échelle de toute la société. Et donc, dans une société où celui qui incarne la science, il n'est pas valorisé. Dans une société où on considère que Pape Alioune perd son temps à faire ses thèses, à faire ses diplômes, pendant qu'on devient lutteur, pendant qu'on devient footballeur et qu'on devient milliardaire, mais une société qui établit cette table de valeurs-là, elle a renversé l'ancienne table. Ça veut dire que la perspective senghorienne de faire de l'homme sénégalais quelqu'un qui sait un peu de tout, qui parle latin, qui parle grec, qui parle allemand, bref, comme j'ai dit, qui se nourrit de toutes les sources de savoir-là, conjugué à l'héritage spirituel qui est le nôtre sur le plan traditionnel et sur le plan religieux, mais de plus en plus nous nous écartons de cette trajectoire-là parce que nous sommes une société pressée, une société de la réussite matérielle, et dans une société où l'homme est pressé de s'accomplir matériellement parlant, dans une société où la valeur première c'est la valeur des réalisations matérielles, mais force est de reconnaître, je crois, passe avec moi, que nous ne sommes pas une société des savoirs, nous sommes une société de l'opinion où il paraît, il semblerait, on a dit, on tue des gens dans les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il n'est pas mort, vous voyez à quoi les gens jouent, et donc, mais oui, c'est terrible. Et donc, ça veut dire que dans cette société-là, il n'y a plus place pour le savoir et pour la connaissance. Les philosophes ne sont d'accord que sur leur désaccord. C'est pourquoi j'invite des philosophes. Pour ou contre, nous ne sommes plus une société des savoirs, d'après professeur Songué Diop. Bon, effectivement, moi, je partage l'argumentaire du professeur Songué. Ce que j'ajoute, c'est que ça me donne raison. Parce qu'au début, j'ai dit qu'il n'y a pas nécessairement, c'est-à-dire il n'y a pas toujours de parallélisme entre le savoir et la sagesse. Ce que tout le monde sait, c'est pas pour les galvaniser, c'est pas pour galvaniser un peuple, c'est que les Sénégalais, c'est des intellectuels, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'intellectuels ici, il y a beaucoup de personnes de valeur dans ce pays. Toujours est-il que il importe de travailler dans le sens de la sagesse. C'est pas pour rien que si je dis un détenteur de pouvoir, pour rester dans la généralité, et investi, il commence par proclamer la République des valeurs, ou des choses comme ça. Donc, ils savent ce qui se passe. On ne prône pas la République des savants, parce qu'on suppose que nous avons suffisamment de ressources intellectuelles, humaines, pour pouvoir faire marcher un pays. Dans un pays, il y a au moins 1 million de personnes qui peuvent être présidents. Maintenant, ce qu'il faut chercher, c'est la sagesse, c'est le sérieux, c'est le travail, c'est l'abnégation, c'est l'amour de sa patrie, au point de pouvoir accepter de se sacrifier comme Lat Dior au nom de sa patrie. Est-ce que le savoir qui ne mène pas à la sagesse est un savoir? Effectivement, le savoir qui ne mène pas à la sagesse
est un savoir. Parce que vous avez dit, est-ce que le savoir est un savoir? Donc ça, c'est un sophisme. Tout dépend de C'est pas un sophisme. Mais on peut dire que je pas précise, un savoir. Je précise ma pensée. J'aime inviter les philosophes. Ah, d'accord. Oui. Vous dites c'est pas un savoir. Voilà, donc vous avez dit, est-ce que le savoir qui ne mène pas à la sagesse C'est un savoir. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui sait et qui n'est pas sage, sait-il vraiment? Ouais, mais il sait, et cela est d'autant plus vrai que lorsque le prophète nous avait demandé d'aller chercher le savoir jusqu'en Chine, il n'a pas précisé les types de connaissances. Une connaissance, je vous dis bien, quelle qu'elle soit, vaut mieux que l'ignorance. Le professeur Songué Diouf a dit qu'un savoir qui ne mène pas à la sagesse n'est pas un savoir. Et pour le taquiner, j'ai dit qu'il a dit un savoir, donc c'est un savoir. Il n'y a pas à chercher. Hein? Un savoir qui ne mène pas à la sagesse est un savoir qui ne mène pas à la sagesse. Et cela est d'autant plus vrai que... Est-ce que ce n'est pas une contradiction dans les termes? Non, c'est pour éviter la contradiction que je reprends la formulation. Autrement, il y aurait une contradiction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours chercher à savoir. Une connaissance, quelle qu'elle soit, vaut mieux que l'ignorance. Maintenant, ce qui se pose, c'est le problème de l'applicabilité du savoir. Est-ce que tous les savoirs doivent être appliqués ou non? C'est cela le problème. Mais il faut toujours savoir. Et c'est pourquoi je vous ai dit que lorsque le prophète nous disait qu'il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine, s'il y avait des savoirs qui étaient fondamentalement dangereux, on allait préciser ça. Donc, on n'a pas déterminé les modes et les modalités par lesquelles il faut chercher le savoir, mais la distance aide. Ça montre qu'il faut tout faire pour savoir. Et ce n'est pas parce... Sinon, il y aurait même problème, parce que comment savoir en amont que tel savoir n'est pas bon ou ne conduit pas à la sagesse, alors qu'on ne l'a pas encore éprouvé. Réponse, rapidement, avant de passer aux technologies de l'information et de la communication, leur liaison avec la parole. Oui, la réponse, oui, rapidement. Réaction par rapport à... Réaction par rapport à ce qu'il a dit. Moi, quand je disais qu'en fait, est-ce qu'on peut appeler savoir un savoir qui ne mènerait pas à la sagesse, il m'a pris au mot en me disant un savoir qui ne mènerait pas à la sagesse serait quand même un savoir. Il y a le mot savoir. Mais j'ai dit à partir du moment où le savoir n'est pas une fin en soi, à partir du moment où on ne sait pas simplement pour savoir, et que c'est dans le vécu de l'homme au quotidien que l'on est capable de distinguer clairement celui qui a appris de celui qui n'est pas appris. Donc ça veut dire que si la finalité du savoir, Pape, est véritablement de doter l'homme d'un certain type de comportement, d'être un agent actif au service de sa société, parce que sa connaissance lui a permis de faire la distinction entre ce qui peut aider et ce qui peut être dangereux pour la société. Et donc à partir du moment où on ne sait plus pour le plaisir simplement de savoir, mais savoir nous rend davantage humains, savoir nous accomplit, savoir développe ce qui en nous peut être au service de l'excellence et de la perfection. Je dis à partir de ce moment-là, il est clair que, à mon humble avis, il ne peut pas y avoir de savoir véritable qui nous conduise à la sagesse, sinon ce n'est pas du savoir. Ça rejoint un peu ce que dit quelqu'un qui s'appelle Jean Guiton dans un ouvrage qui s'appelle Dieu et la science, disant jour les guillemets, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup en rapproche. Et celui qui sait véritablement est un homme accompli dont la destination pratique est d'être un sage. Pour moi, il n'y a pas de distinction possible entre le savant et le sage. Est-ce qu'on peut continuer ces débats-là dans les amphis? Peut-être on va passer un peu. Effectivement. Oui, allez. C'est bon. Une réaction par rapport aux technologies de l'information et de la communication. La liaison, est-ce que c'est une continuité de la parole, l'éthique, ou bien une limite de la parole, les technologies de l'information, parce que l'interlocuteur n'est pas visible, peut-être il est virtuel. Quel est le rapport entre la parole et les technologies de l'information et de la communication? Merci beaucoup, Pape Alioune. Je crois que les technologies de l'information et de la communication constituent, pour parler au sens propre et figurer en même temps, un prolongement de la parole. Toujours est-il que c'est se tromper que de croire que les technologies peuvent tout faire.
D'abord, les technologies de l'information et de la communication aident, par exemple, à la prise de parole. Mais est-ce à dire que cela dispense le locuteur de la tâche de réfléchir pour bien dire, pour mieux dire, pour ne pas dire des sottises, pour ne pas être victime de sa propre parole. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est de prendre la parole tout en évitant de se laisser prendre par ses filets. L'autre chose aussi, c'est que les technologies de l'information et de la communication ont déstructuré toutes les sociétés. Et dans le domaine discursif, qu'est-ce que l'on constate? C'est qu'en Afrique traditionnelle, il y avait surtout des professionnels de la parole, les griots, la djelia, les djeli, qui étaient prédisposés au métier de communication. Et ce que l'on appelle aujourd'hui les conseillers en com, c'était les griots. Ils avaient en charge et la communication et le rôle de conseiller. Ils ne se contentaient pas seulement de transmettre des discours. Maintenant, ce que les TIC nous font perdre, c'est énorme. On parle de conversation. On peut converser comme ça entre nous, chacun étant à côté de l'autre ou près de l'autre. Et c'est plus humain. Quelqu'un qui est aux États-Unis et qui converse avec sa femme qui est au Sénégal, ça pose problème. Parce que les TIC ont consumé l'âme de la conversation. Je le dis d'une autre manière, c'est que partout on peut communiquer. Mais ce que la communication à distance permet, par la magie des TIC, n'intègre pas la chaleur humaine. Sinon, quelqu'un qui est aux États-Unis et qui a, je dis pour être neutre, et qui a ses parents ici, n'a pas besoin de venir. Il peut chaque jour les appeler. Et que dire de sa femme aussi. Mais malheureusement, la communication, ce n'est pas la communion. Et les TIC ne peuvent pas prendre en charge la communion. La communion, pour le dire de manière très simple, c'est le fait d'intégrer la chaleur humaine. C'est ce que les Wolofs appellent le safonte. Et je crois que s'il y a une religion où la communion a vraiment tout son sens, c'est le christianisme. L'éthique serve ou desserve la parole ou la communication? Serve ou desserve. Bon, la perspective dans laquelle nous sommes, c'est de montrer que d'abord l'éthique desserve. Bon, c'est vrai qu'elle serve, hein, ça, on n'a pas besoin d'insister sur tous les avantages, voilà, l'accélération, la facilitation, mais c'est l'aspect un peu pernicieux, hein, le revers de la médaille que nous interrogeons. Et de ce point de vue-là, comme il a dit, on est absolument d'accord, hein, que la communication, on en enlève un peu sa dimension humaine, sa dimension affective. Et de ce point de vue-là, c'est une communication complètement éthérée. Ça veut dire que plus on parle, mais moins on se connaît, moins on se rencontre, moins on ne communie véritablement, c'est le mot qu'il a employé et qui est bon. Ça veut dire que de plus en plus, on a l'impression que les techniques de communication peuvent se substituer un peu au contact charnel, direct et vivant. C'est exactement moi, le même problème que j'ai. Vous m'envoyez un livre par PDF, j'ai du mal à le lire parce qu'il me manquera ce contact quasi charnel avec le papier, ce toucher-là, c'est exactement la même chose passe. Donc ça veut dire que les techniques de l'information et de la communication, au lieu justement de nous aider simplement à nous rapprocher de façon affective, mais créer une distance. Nous avons une illusion de contact. Et cette illusion de contact-là, mais elle a tendance plutôt à se substituer, mais à la vertu du contact. On ne va plus vers M. Fall, on se contente le jour de son baptême, de son anniversaire, de lui envoyer même un cadeau virtuel, et cela, semble-t-il, remplace mais le mouvement par lequel je vais vers lui, et par lequel mon souffle communie avec son propre souffle, et ça veut dire que, de ce point de vue-là, l'éthique ne favorise pas justement, mais au contraire font que l'humain disparaît de plus en plus des rapports interindividuels. En tout cas, nous avions parlé aujourd'hui, mais nous avions donné la parole aux sachants et aux savants, d'un philosophe invité de votre émission Belle-Ligne qui parlait un peu de silence et paroles. Docteur Pape Abdou Fall, merci beaucoup pour ces échanges. Merci beaucoup, Pape Alioune Sarr, pour ce que vous représentez dans l'espace médiatique au Sénégal et partout ailleurs.
Merci beaucoup, professeur, pour ce déplacement et surtout pour ces échanges. Merci beaucoup, Papa Alioune. Merci d'avoir provoqué un peu cette rencontre-là et, comme il dit, de vous encourager à continuer et comprendre que c'est un combat difficile parce que, comme je dis, les choses de l'esprit, quand même, sont souvent reléguées là où, vous savez, dans ce pays-là. Et vous avez choisi, vous, d'interroger les livres et de faire parler. Et ce pays-là, là où il y a le plus de silence, c'est les livres, parce qu'un livre, on le fait parler et on ne touche pas au livre, donc on a cessé de parler. Ou quand on parle, c'est pour ne rien dire. Exactement, l'illustration la plus parfaite, c'est Afrotech. Un silence et beaucoup de livres. Un silence avec beaucoup de savoir. Visitez ce lieu ici, sur Cabridis, Afrotech, que des œuvres africaines. Ici, je le dis, c'est un hôpital des esprits. Merci également à ces magiciens que vous ne voyez pas et qui facilitent un peu cette émission. Bogo, Serine Saludem, Augustin Mandan, ces trois magiciens, ce trio, ce triptyque qui nous a permis un peu de réaliser cette émission. Continuez de suivre Belle Ligne parce que c'est l'émission un peu qui chatouille les idées. Bonne suite des programmes sur ITV.